Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Nous sommes le lundi 4 août 2025 et vous regardez sur notre chaîne YouTube ou sur Vox Africa la première édition de notre tout nouveau programme Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Une quotidienne qui a vocation à durer au moins pendant les mois qui viennent, durant lesquels l'actualité va s'accélérer, notamment dans des pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou le Bénin, où se tiendront des scrutins présidentiels. L'émission Décrypter l'Afrique, la quotidienne, a également une page Facebook et un compte TikTok dont les liens sont disponibles en description de cette vidéo pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube. Et pour cette première édition, nous recevons un invité exceptionnel, Tidiane Thiam, le président du PDCI-RDA, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, un opposant exclu pour l'instant de la présidentielle d'octobre 2025, absent des listes électorales pour l'instant, donc non éligible. Tidiane Thiam est également un haut profil, comme on le dit dans le monde de l'entreprise, petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny, premier président ivoirien. Il est également l'équivalent d'un Didier Drogba en termes de carrière professionnelle. Diplômé de la prestigieuse école polytechnique de Paris, il a été le premier Africain à diriger une entreprise du FTSE 100, les 100 plus grosses entreprises cotées à la Bourse de Londres. Il s'agit de l'assureur Prudential qu'il a quitté pour diriger le Crédit Suisse, puis figurer dans de nombreux et prestigieux conseils d'administration. Face au rouleau compresseur du régime d'Alassane Ouattara, Tidiane Thiam fait de la résistance. Il est venu sur notre plateau pour évoquer, sans langue de bois, l'actualité préoccupante de son pays, évoquer ses combats et son état d'esprit à un peu plus de 2 mois d'une présidentielle de tous les dangers. Pour mener l'entretien qui vient, je suis avec Norbert Navarro, journaliste, ancien rédacteur en chef à RFI et producteur de cette quotidienne. Bonjour Norbert. Bonjour Théophile. Ça va, tu vas bien? Ah bah oui, un peu chaud, mais ça va. Bonjour Président Thiam. Bonjour Théophile. Comment allez-vous? Merci de me recevoir, je vais très bien, merci. Alors on va commencer par évoquer avec vous l'annonce d'Alassane Ouattara qui a jeté le masque à propos de son projet de 4e mandat. On écoute un extrait de son intervention à ce propos. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Le devoir, selon le président Ouattara, peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. Tidiane Thiam, on imagine que vous êtes très peu réceptif à cet argument. Comment avez-vous reçu ce discours? Ce dont la Côte d'Ivoire a désespérément besoin, c'est d'une élection inclusive, transparente, crédible et qui surtout donne un résultat accepté par la nation ivoirienne. Malheureusement, notre histoire dans ce domaine-là n'est pas brillante. En 1995, on a éliminé un candidat majeur qui était Alassane Ouattara. On a eu une élection tronquée avec un boycott actif. En 2000, vous avez vu les difficultés, élimination d'un autre candidat, les difficultés entre Gueye et Gbagbo, etc. 2005, il n'y a tout simplement pas eu d'élection. 2010, 2011, tout le monde sait ce qui s'est passé. 2015, encore problématique. 2020, encore plus problématique, avec un cortège de morts, etc. Désobéissance civile. Donc nous voici en 2025. La Côte d'Ivoire a 65 ans. Je pense qu'en tant que citoyen ivoirien et en tant que président d'un parti politique, il est légitime de souhaiter que le pays connaisse enfin une élection sans conflit. En 2020, je m'étais exprimé, c'était un peu mon retour dans l'arène politique. J'avais dit ceci: je suis contre tous ceux qui divisent. On m'avait demandé de prendre position sur la polémique sur le 2e ou le 3e mandat. J'ai écouté, moi je ne prends pas parti. Ce que j'observe, c'est que le 3e mandat divise la nation ivoirienne. Ce dont on a besoin avant tout, c'est d'apaisement et d'unité. Donc, a fortiori, ce 4e mandat divise encore. Donc je crois que la seule conclusion à tirer ce soir, c'est dire, si M. Ouattara est candidat pour un 4e mandat, que nous considérons non constitutionnel, qu'il ouvre large les portes et qu'il laisse tout le monde se présenter. Que la Côte d'Ivoire ait enfin l'occasion d'avoir une élection apaisée où chaque Ivoirien puisse, selon sa conscience et selon ses convictions, choisir le candidat qu'il souhaite voir diriger le pays. Donc en fait, c'est le principal message finalement. OK pour que vous soyez candidat, mais pourvu que vous jouiez vraiment le jeu démocratique. Je pense que
être candidat dans des conditions extrêmement contestées, en interdisant de surcroît à d'autres candidats majeurs de se présenter, ce n'est pas une option souhaitable pour la Côte d'Ivoire. Norbert. Oui, alors le président Ouattara évoque un devoir. Il doit se présenter. C'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas de candidat possible en Côte d'Ivoire. Est-ce que être président de la République en Côte d'Ivoire, c'est un devoir, rien que ça? Il y a un peu une difficulté dans cet argument, c'est que si on fait l'hypothèse qu'il est correct, à ce moment-là, pourquoi ne pas le soumettre au jugement des électeurs, qui le valideront? Ouais. Si quelqu'un est indispensable, a fortiori, les électeurs le diront à travers leur voix, etc. Donc c'est un peu difficile d'affirmer ça et ensuite de ne pas permettre aux électeurs de s'exprimer et de choisir librement. Alors le président Ouattara invoque le devoir qui est le sien, ou qui est censé être le sien. Il invoque aussi la question de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Il y a quelque chose qu'il n'évoque pas dans ses propos, c'est son bilan. Comment expliquez-vous cette disparition? Écoutez, pour moi, c'est la question, et je l'ai dit et répété, la seule question pertinente pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est qu'après 15 ans de régime RHDP, souhaite-t-il donner 5 ans de plus à ce régime ou pas? Et pour l'instant, quand je pose cette question dans mes meetings en Côte d'Ivoire, vous me direz, mon public est biaisé. Mais enfin, le non est retentissant. Absolument partout, je suis allé du nord au sud, d'est en ouest, personne ne veut de ça. Par ailleurs, on a des sondages qui sont professionnels, sérieux, on en parlera, qu'on a diffusés, qui disent que pour un Ivoirien qui dit oui, il y en a 2 qui disent non. Donc, quand 2 sur 3 dans une nation disent quelque chose de façon démocratique, cette opinion-là devrait l'emporter. Donc, il y a 2 Ivoiriens sur 3 qui ne souhaitent pas donner 5 ans de plus au RHDP, et il faudrait qu'on permette à cette opinion de s'exprimer. En tout cas, ces ministres sont très contents. On les a vus danser de joie à l'annonce de cette candidature. J'imagine que vous avez regardé ces images qui ont fait le buzz. Pour tout vous dire, pas vraiment, mais j'en ai entendu parler. Parce que je suis bien occupé, je n'ai pas toujours le temps de regarder tout ça. Mais effectivement, on m'a décrit la scène. Je laisserai les Ivoiriens juger. Je pense qu'il y a un respect qu'il faut avoir pour la population. Ça me paraît un peu étrange de célébrer comme ça une telle annonce. Mais il faut savoir aussi que ce sont les mêmes autorités qui ont annoncé en grande pompe un accord avec une compagnie aérienne pour avoir des billets à prix réduit pour pouvoir aller à l'hôpital américain à Paris à prix réduit. Donc je laisse à chacun le soin d'apprécier. Alors dans l'actualité également, en Côte d'Ivoire, Excellence, il y a ces nombreuses arrestations au sein de l'opposition, au sein de votre parti, mais également au sein du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo. Où en est-on? Quelles sont les informations que vous pouvez nous apporter concernant vos militants et ceux de Laurent Gbagbo? C'est un vrai sujet de préoccupation. Je déplore ces arrestations. J'ai enregistré un message après l'arrestation des dirigeants de la JPDCI, Jeunesse PDCI, pour protester contre ces arrestations. Depuis que je suis président du PDCI en décembre 2023, il n'y a pas même un caillou qui a été jeté. Nous avons fait des manifestations partout. Nous avons fait plus de 30 marches dans 30 villes de Côte d'Ivoire demandant ma réintégration sur la liste. Nous avons fait une marche majeure le 14 juin à Abidjan. Une participation monstre. Il n'y a pas eu le moindre incident. Quand la police nous a arrêtés, les photos ont fait le tour, à la CI, nous avons respecté ce que la police a dit. Quand la police nous a convoqués pour dire qu'ils nous demandaient le report de la manifestation du 2 août, nous l'avons accepté, nous avons reporté au 9 août. Donc c'est difficile de nous présenter comme des extrémistes violents, prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous demandons, c'est de pouvoir nous exprimer. Et le droit de manifester est garanti par la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Justement, vous venez d'évoquer le 9 août, oui. Au moment où nous enregistrons cette émission, oui. Cette manifestation est toujours programmée. Oui. À votre avis, va-t-elle se tenir ou pas? Nous le souhaitons. Nous avons été très clairs là-dessus. Le PDCI a fait une déclaration disant qu'on déplorait. Il y a eu des événements qui, pour nous, sont incompréhensibles. L'incendie mis à un bus de nuit, à un moment où les bus ne fonctionnent pas, et un véhicule de police vide. Dans la vie, pourquoi quelque chose se passe? Il faut qu'il y ait une logique. Quel intérêt avons-nous, ayant manifesté paisiblement, ayant mobilisé sans problème, ayant rempli Fil-Caillou à Yopougon, à aller brûler un bus à Yopougon un samedi? C'est bizarre. Bon, en tout cas, nous... C'est bizarre, c'est une mise en scène? Je ne sais pas. En tout cas... Le pouvoir évoque un complot. Oui, en tout cas, je ne vois pas très bien quelle serait la logique pour nous, vu la réussite de notre manifestation du 14 juin, la réussite qui s'annonce du 9 août, d'aller faire une chose pareille, commettre un acte illégal qui ensuite va permettre une répression qu'on est en train de voir. Et ça. Donc, nous sommes concentrés sur l'organisation
Partout, nous avons dit que nous étions pour une manifestation pacifique, paisible. Jusqu'ici, toutes les manifestations du PDCI qui ont eu lieu ont été pacifiques et paisibles, et c'est l'esprit dans lequel nous travaillons pour le 9 août. Et si le 9 août est interdit de nouveau, que ferez-vous? Nous n'avons pas eu assez de rencontres, monsieur, sinon vous savez que je ne réponds jamais aux questions hypothétiques. Mais alors, reposez-moi la question une fois que si jamais ça se produit. Alors, avez-vous un message pour vos militants actuellement à la veille de ces importantes manifestations? Et avez-vous également un message à l'attention de tous ceux qui vous ont apporté leur parrainage? Le message, et c'est un peu ce que j'ai apporté là, je suis sûr que vous voudrez y revenir, mais c'est ça. Ça c'est notre projet pour la Côte d'Ivoire. C'est notre programme présidentiel. Il y a 400 cadres du PDCI qui ont travaillé là-dessus, vraiment jour et nuit, d'arrache-pied. Je suis très fier de ce document. Et mon message pour les Ivoiriens, il est contenu ici. C'est un projet pour faire de la Côte d'Ivoire un État prospère, où la croissance, les fruits de la croissance sont répartis de façon équitable, où le capital humain a la propriété, où la paix et la sécurité règnent à l'intérieur des frontières, et en paix et en sécurité avec ses voisins également, où la société, et la réforme de la justice pour moi c'est un élément clé de mon programme, où il y a une justice dans laquelle les citoyens puissent avoir confiance. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans justice indépendante et équitable. Et d'ailleurs, juste très rapidement là-dessus, mais je ne fais pas un procès aux juges. Ce qui est pernicieux, c'est l'utilisation des juges par le pouvoir. Donc ce qu'il faut assurer, c'est l'indépendance des juges. Moi, les juges ivoiriens, ils sont bien formés, et je pense que si on les autorisait à fonctionner de façon indépendante, sans intervention du ministère de la Justice, ils donneraient des verdicts qui conviendraient beaucoup mieux aux Ivoiriens. Donc il y a le développement durable, il y a les nouvelles technologies, ce qui atténue mon absence. Là, j'ai avec mon ami et frère et collaborateur Bridoumi tout à l'heure, on a fait un 20h25 depuis Paris, on plaisantait tous les deux. Monsieur Bridoumi est à Paris? Bridoumi est à Paris. Si on peut continuer à fonctionner comme ça et à parler aux Ivoiriens, c'est aussi grâce aux nouvelles technologies. Alors, donc, vous n'avez pas bien montré le programme oui. dont vous avez l'air d'être fier. Je suis Il fier. faudrait peut-être le tourner, le montrer à la caméra. Oui, la caméra. Où ça Très bien. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce que ce document le sera bientôt. Disponible en Côte d'Ivoire? Il le sera bientôt. Il m'a été apporté, il est prêt. Moi, il y a des phrases que j'aime beaucoup là-dedans, je peux vous lire. Prenez au hasard. Renforcer le sentiment d'appartenance nationale. Reconstruire une relation de confiance entre les citoyens et les institutions afin de surmonter la crise qui fragilise la transition des moyens. Capital humain, ça j'aime bien. Voilà. Mettre en place un système de santé équitable et accessible. Améliorer la performance du personnel soignant. On va s'en occuper pour des citoyens bien éduqués. Valoriser les ressources humaines. Il y a quelque chose sur la démographie aussi, le planning familial, la responsabilisation des femmes. Recherche scientifique à la pointe de l'innovation. En tout cas, on attend impatiemment que ce document circule. Je pense que ça va beaucoup intéresser. Et il y a des solutions sur le financement de l'économie, qui sont des choses dont j'ai beaucoup parlé, qui sont tirées de mon expérience personnelle en Asie, dans des économies qui ont réussi. Un des problèmes de la Côte d'Ivoire, c'est l'insuffisance des économies subsahariennes en général. C'est l'insuffisance de capital à long terme. Donc, voilà les choses dont j'aime parler. Pas l'article 48 de la loi de 61. Okay, on essaie de ramener un débat qui est essentiel pour l'avenir du pays. Moi, c'est pour ça que je me suis engagé en politique. Et on fait de la nationalité de Tidjane Thiam, des injures et du débat, vraiment, je ne peux pas dire de sous-sol. C'est une injure aux Ivoiriens de procéder comme ça. Alors, il y a bientôt une semaine, Tidjane Thiam, le comité des droits de l'homme de l'ONU a demandé à l'État ivoirien de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que vous puissiez exercer vos droits politiques, mais vos adversaires disent que le même comité ne s'est pas vraiment prononcé sur le fond. Est-ce que vous pouvez expliquer de manière assez pédagogique à celles et ceux qui nous regardent quels sont les enjeux de cette saisine et de la décision provisoire qui en est sortie? Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. De toute façon, il est malheureux qu'on ait dû saisir l'ONU. Parce qu'en fait, l'ONU, c'est vraiment l'institution d'ultime recours. Et normalement, votre droit national vous donne des possibilités de recours avant ça. Malheureusement, la loi ivoirienne fait que, dans ce processus où on conteste votre inscription sur la liste électorale, je vous signalerai au passage que la CEI a rejeté ces contestations, m'a maintenu sur la liste électorale, où j'étais déjà. Ensuite, il y a la possibilité d'aller, en 5 jours, obtenir un verdict d'un juge, ce qui est déjà bizarre, parce que le juge intervient là-dedans. C'était autour du week-end pascal. Donc, pendant le week-end pascal, une décision dont nous sommes certains qu'elle avait déjà été rédigée, a été rédigée en quelques heures, 21 pages, en fait, m'éliminant de la liste électorale. Et cette décision est sans appel. Ce que même les gens de l'ONU avaient du mal à croire. Un sujet aussi important, sans appel. Mais en fait,
l'autre côté de la pièce, ça nous a permis d'aller directement à l'ONU, parce que votre dossier n'est pas entendu à l'ONU si vous n'avez pas épuisé en général, ça prend des années d'épuiser tous les recours nationaux. Donc là, on a eu de la chance. Et le dossier a été entendu. Je ne veux pas trop en dire là-dessus, parce que vraiment, la procédure continue. La procédure n'est pas finie. Pour nous, c'est une première victoire, ce qui s'est passé. Le fait que le dossier a été entendu. Il a été instruit en détail, ce qui veut dire que la demande est recevable. L'ONU a regardé, considère qu'il y a suffisamment de problèmes pour qu'ils interviennent. Ça gêne le pouvoir, ça. Oui, c'est recevable. Et ils ont eu, je ne vais pas révéler les tours, mais nous avons reçu des questions auxquelles nous avons répondu. Eux aussi ont reçu des questions extrêmement détaillées auxquelles ils ont répondu. Ayant considéré tout ça, l'ONU a pris cette position, disant que je dois pouvoir être... C'est un vrai levier pour vous, aujourd'hui ? Le vrai levier, ça devrait être la raison. Le vrai levier, ça devrait être la raison. Ou la pression populaire. Ça devrait être la raison. Moi, je plaide depuis, j'ai répété cette phrase, pour que la raison l'emporte. Le bon sens, le pragmatisme. Le vrai levier. Moi, aller me battre dans des... Il y a un amour du juridisme que je déplore pour des pays qui ont tous les problèmes qu'on a et qui sont au stade de développement où tout le monde est agrégé en droit. On ne fait que se jeter le droit à la figure, le droit qu'on manipule. Parce que là, nous sommes en août 2025. La loi ivoirienne dit que l'État doit verser des subventions aux partis politiques régulièrement. Nous n'avons pas reçu un sou. En 2024, nous avons été payés le 20 décembre 2024. C'est avec mes fonds personnels que j'ai financé le financement du PDCI et d'autres. Alors, et l'aide de beaucoup de militants. Alors, on respecte la loi quand ça nous arrange. Mais quand la loi dit qu'il faut faire une révision de la liste électorale, on s'en fiche. Quand la loi dit qu'il faut verser des subventions aux partis, en particulier une année d'élection, on s'en fiche. Mais alors l'article 48 de la loi de 61, celui-là, il doit s'imposer à tous avec la plus grande rigueur. Justement, l'Église catholique ne dit pas autre chose. Elle vient de se prononcer en invoquant précisément le bon sens plutôt que la loi, tout en respectant la loi, bien entendu, et demande que ce qu'elle appelle les dinosaures de la vie politique ivoirienne, vous en faites partie, les dinosaures, mais il y a également Laurent Gbagbo, puissent se présenter. Quand les dinosaures ont disparu, il y avait des jeunes dinosaures. Alors, on se souvient qu'en 2010, Alassane Ouattara, candidat, a pu justement se présenter à l'élection présidentielle à la suite du processus de Pretoria, par le biais d'un décret présidentiel. Ça, c'était en 2010, Théo, tu t'en souviens ? Oui, et à ce sujet, on écoute les propos de Monseigneur Aïwa, archevêque de Bouaké, qui était sur RFI. De ce qui revient des différents états-majors politiques de la société ivoirienne, nous constatons que jusqu'à présent, il y a des dinosaures, comme on dit, de la politique ivoirienne qui ne figurent pas sur la liste électorale et cela crée beaucoup de tensions dans la population. Donc, en termes d'inclusion, pour l'instant, je pense que nous n'y sommes pas encore arrivés. Il y a encore du travail à faire pour que cette élection soit le plus large possible. Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé, plusieurs dinosaures, comme vous dites, n'ont pas le droit de se présenter car les autorités affirment qu'elles ne sont pas éligibles au regard de la loi ivoirienne. Quelle est la position de la conférence épiscopale à ce sujet ? La position de la conférence, nous voulons dire que quand les lois ne permettent pas de préserver la cohésion, il faut peut-être aller à la palabre africaine. La palabre africaine, c'est que quand il y a un problème presque insoluble, on active des leviers, des mécanismes pour entendre tout le monde et résoudre la question. D'autant plus que depuis un certain temps, depuis 2010, la Côte d'Ivoire a quelquefois eu recours à ce genre de procédé. Est-ce que vous faites référence à l'accord politique conclu sous l'égide du président sud-africain Thabo Mbeki afin que M. Alassane Ouattara puisse être candidat en 2010 ? Oui, nous l'avons dit dans la lettre au point que en 2010, les élections ont connu quand même un engouement assez fort. Alors ça, c'était 2010, c'était l'article 48 de la Constitution. Aujourd'hui, si l'Église catholique est entendue, on le saura peut-être dans les jours qui viennent, on attend le discours du président de la République à Bouaké, comment les choses pourraient-elles se passer ? Parce que votre cas est quand même distinct de celui du président Gbagbo. À votre avis, est-ce que vous y croyez d'abord ? Vraiment, je n'aime pas spéculer. Moi, je dis attendons de voir. Ce que nous avons dit très clairement, c'est qu'il faut trouver une solution à tout ça dans l'intérêt du pays, et je m'en tiendrai là. Et qu'est-ce que vous pensez des arguments de l'Église catholique ivoirienne ?
Ce sont des arguments qui sont justes et pas nouveaux, que beaucoup ont répété, qu'il faut... D'abord, j'ai montré que la position du juridisme extrême n'est pas tenable, parce qu'il y a suffisamment d'exceptions et de cas où la loi est complètement bafouée, voire ignorée, pour que s'arc-bouter sur certains articles de la loi qui ont 64 ans et qui n'ont jamais été appliqués à personne ne soit pas une position tenable. Ça paraît juste une instrumentalisation extrême de la justice, et pour moi, ça décrédibilise encore plus la justice. Donc il faut vraiment sortir de ce mode de fonctionnement qui est trop répandu en Afrique. Bon, mon fils vient d'obtenir son diplôme de droit. Je parle rarement de ma famille, mais je l'ai poussé à faire du droit parce que je suis complètement anglo-saxon de ce point de vue-là. Pour moi, c'est la discipline reine. Oui, le droit est au-dessus de tout. Ce n'est pas un hasard que la plupart des présidents américains soient avocats. Donc j'ai le plus grand respect, j'ai presque amour pour le droit. Il faut pas parler des avocats. Ils me disent, mais est-ce que tu n'es pas avocat un peu? Je dis un peu quelque part. Et c'est un mathématicien qui dit ça. Oui, mais j'ai passé beaucoup de temps, au cours de ma carrière, j'ai passé plus de temps avec des avocats que n'importe quelle autre catégorie. En réalité, quand vous faites du business international, qu'est-ce que vous faites? Des contrats tout le temps. C'est comme ça. La vie économique internationale est régie par les contrats. Enfin, tout ça pour dire que, pour faire partie du concert des nations, pour être accepté et respecté aujourd'hui, il faut avoir un système juridique qui tourne et qui fonctionne. S'il y a 4 pays qui ont le même modèle juridique dans les pays du G7, vous allez trouver les États-Unis, vous allez trouver le Canada, vous allez trouver l'Angleterre, vous allez trouver l'Australie. Il se trouve que ça fait quand même 4 sur 7 qui sont basés sur ce modèle-là, qui est un modèle de liberté, qui est un modèle d'état de droit. Moi, quand je visitais des appartements à Londres, on ne m'a jamais refusé une visite à cause de mon nom. Alors qu'à Paris, ça m'est arrivé des dizaines de fois. Okay, quand vous êtes dans ces pays-là, vous vous sentez protégé par le droit, vous avez des recours, etc. Donc, il n'y a pas de liberté sans un système juridique digne de ce nom et qui fonctionne. On parle souvent du Sénégal, comme exemple. C'est le système juridique sénégalais qui a sauvé le Sénégal de la catastrophe, qui a dit vraiment le droit. L'année dernière. Bien sûr. Qui a dit vraiment le droit avec un grand courage, ce qui a fait que le président Macky Sall, qui envisageait éventuellement sur un 3e mandat qui était anticonstitutionnel, n'a pas pu le faire, ce qui a ouvert le jeu politique et a permis d'avoir une transition pacifique. Et j'ai dit, on est en Afrique de l'Ouest dans une situation où intuitivement, on a tous l'impression que continuité et stabilité sont synonymes. Maintenant, il y a des cas où ce n'est pas vrai. Nous sommes, en particulier en Côte d'Ivoire, dans un cas où moi je crois et je crains que la continuité, qui est un réflexe quand on cherche la stabilité, conduise à l'instabilité. Et j'ai dit que les ennemis de la Côte d'Ivoire souhaitent qu'il y ait une élection calamiteuse et souhaitent avoir un président mal élu. Vous pensez à qui? Parce que quand vous voulez, tout pays a des ennemis. Quand les gens veulent déstabiliser un pays, ils préfèrent avoir un pouvoir vieillissant, usé, pas très bien soutenu par la population, parce que c'est là que les opportunités de créer des problèmes sont maximales. Donc les gens qui se soucient de la stabilité de la Côte d'Ivoire ont tort de croire que c'est un 4e mandat obtenu à l'issue d'élections difficiles qui assurera la stabilité à moyen ou à long terme de la Côte d'Ivoire. Alors, Président Thiam, on vous sent très serein aujourd'hui. Récemment, ce n'était pas le cas sur notre plateau. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Vous êtes descendu dans l'arène avec vigueur, avec ténacité, on peut dire. Et puis, le pouvoir trouve que vous êtes trop descendu dans l'arène. Comment se fait-il que vous soyez plus serein aujourd'hui, ou plutôt comment se fait-il que vous ayez été aussi pugnace, on va dire. Vif. Je suis toujours serein. Il n'y a absolument aucun changement. Je suis le même. Je n'ai pas changé. Je suis Alain Foka ou ici, je suis exactement la même personne. Simplement, dans la vie, il faut être pragmatique. Il était nécessaire. En tout cas, c'est les remontées que j'avais, que je montre à un certain nombre de personnes que je n'étais ni faible ni sourd. Or, il semblait qu'ils croyaient que j'étais l'un ou l'autre, ou même les deux. Donc, moi, mon éducation fait qu'il n'est pas naturel d'injurier ou d'agresser. Je n'ai pas été élevé comme ça. Bon, mais certains prenaient ça pour de la faiblesse. Donc, il fallait que je leur montre que je suis poli par choix, mais que je suis tout à fait aussi capable, que n'importe qui d'être impoli. Donc, il y avait une petite démonstration à ce niveau-là. Et ensuite, il y a des gens qui parlent un certain langage. Et j'avais essayé de leur parler mon langage à moi. Mais clairement, ils ne m'entendaient pas. Donc il fallait que les Anglais, ça s'appelle get their attention. Que j'attire, que j'obtienne leur attention et qu'ils m'entendent. Donc je crois qu'en utilisant un langage peut-être plus proche de celui auquel ils sont habitués, je suis arrivé à me faire entendre. Donc en juger par leur réaction, ils m'ont entendu. Le message est passé, selon vous? Ah oui.
Mais en fait, lors de cet entretien, on a aussi vu, pas vos failles, mais disons votre personnalité, vos blessures sur lesquelles peut-être vos adversaires ont joué. Je ne vois pas le point de votre commentaire. Ce que je veux dire, c'est que vous avez montré que les propos qui avaient été... les propos injurieux qui avaient été déversés sur vous avaient aussi... vous avez blessé d'une certaine manière. Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Je voulais montrer à ces gens-là qu'il y a une ligne, que trop c'est trop, mais je vous assure, ça ne me blesse. Ils sont incapables de me blesser. Vous avez regardé un peu ce qu'ils disent depuis 18 mois ? Il ne faut pas acheter des narratives imbéciles et impossibles. Je ne peux pas avoir été pendant 18 mois aussi calme que je l'ai été, devant des attaques incroyables, et puis avoir subitement été blessé au point que je suis obligé de réagir. Non. Moi, quand je fais les choses, c'est délibéré. Okay ? Cette opération, c'était une opération délibérée qui avait un objectif qui a été atteint. Je n'ai jamais perdu mon calme. Peut-être que je suis trop bon comédien, mais je suis allé à cette émission en voulant donner l'impression que j'étais très énervé, et j'ai réussi malheureusement au-delà de mes attentes. Mais non, j'en suis ressorti aussi calme que j'étais aujourd'hui, toujours le même, assez imperturbable. Vous savez, c'est vraiment une chose. Hein. J'ai tellement d'anecdotes là-dessus. C'est comment il s'appelle ? Lloyd Blankfein. En 2008, 2009, 2010, quand j'ai eu l'opération AA qui a échoué, il y avait plein de presse négative sur moi, et ça, il m'a appelé, il m'a dit Titi, c'est le patron de Goldman Sachs dans le monde. Il m'a dit, j'avais les journaux, non. Il m'a dit, mais tu sais, je vais te raconter une histoire. Quand il y a eu le volcan là, en Europe, qui a fait un truc, tous les vols étaient... En Islande. En Islande. Tous les vols étaient trucs. Moi, je ne savais pas. J'étais le seul gars qui n'était pas au courant. Tu sais pourquoi ? Il m'a dit, la dernière fois que j'ai lu un journal, c'était en 2008. Okay, et je ne lirai plus jamais un journal. Vous vous rappelez peut-être pas, mais pendant la crise financière, le patron de Goldman Sachs, c'était Belzébuth, c'était Mephistophéles, c'était le diable incarné. Et il m'a dit, je te donne le même conseil. Je peux vous dire, depuis 2008, je ne lis plus la presse me concernant. Ça fait 16 ans. Et il m'est souvent arrivé de dire à des journalistes qui écrivent toutes sortes de méchancetés sur moi, vous savez, malheureusement, je ne lis pas ce que vous écrivez. Alors, quelqu'un va voir quand il va lire ça. Là. Donc, d'ailleurs, j'ai même mal dit le nom d'un gens, on me rapporte ce qu'ils disent. Jamais je n'ai regardé ces émissions, je ne les regarderai jamais. Ça fait 16 ans que je pratique ça, je ne m'en porte pas plus mal, j'ai réussi ce que je faisais. Donc vraiment, et tous mes collaborateurs le savent, ça n'a que des inconvénients. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est blessé, je les ignore. Moi je suis un homme d'action. J'ai toujours dit, vous êtes Thierry Henry, vous jouez, vous faites un bon match ou un mauvais match. Ce que l'équipe dit de vous lundi, mais qu'est-ce que vous en avez à faire ? Moi j'ai la chance d'être un homme d'action, je suis sur le terrain, je joue. Vous savez, justement, vous n'êtes pas sur le terrain. Vous n'êtes pas sur le terrain. On vous le reproche. Certains disent que vous êtes dans les salons feutrés. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Vous verrez combien vous aurez de vues à votre émission. C'est tout. C'est ça que je réponds. Parmi lesquels la vôtre. Vous verrez combien de views vous aurez à cette émission. Donc non, je ne suis pas sur le terrain. Écoutez, ils nous ont envoyé... Ils ont oublié la technologie. Ils ont envoyé mon ami Bredoumier et moi ailleurs. Mais bon, on est tout aussi pugnace, pour reprendre votre mot, et combatif et serein que d'habitude. La raison pour laquelle je suis serein, je l'ai dit, c'est les Ivoiriens. Oui, justement. Ce sont les Ivoiriens. Tous les jours, je ne peux pas sortir, mais je vais partout dans le monde. J'étais aux États-Unis, à Washington, il y a 15 jours. Partout, je suis arrêté en permanence par des compatriotes qui veulent me parler, qui me disent des choses sympathiques. Et c'était la même chose à Abidjan. J'ai dit, ça ne se met pas en équation. Qu'il y ait à un moment une rencontre entre un homme et un peuple, ça ne peut pas se mettre en équation. Mais justement, mais c'est ce dont je bénéficie aujourd'hui. Vous invoquez souvent un sondage dont on va parler. Oui, un sondage réalisé en avril dernier, un sondage qui vous donne, Tidjane Thiam, en cas de second tour, 57% de voix face à Alassane Ouattara, et un sondage donc qui vous donne une avance considérable en cas de second tour de la présidentielle de 2025. Et selon ce sondage, seulement 33% de la population ivoirienne, d'un échantillon représentatif de la population ivoirienne, considère que le président Ouattara doit rempiler pour un 4e mandat. Au second tour, qui choisiriez-vous entre Thiam et Ouattara? Ce scrutin se tenait aujourd'hui, on l'a dit, c'est 57%. Selon le même sondage, vous êtes la personnalité préférée des Ivoiriens, juste avant Laurent Gbagbo et bien avant Alassane Ouattara, qui a plus d'opinions négatives que vous, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, Assalé Tchemoko. Est-ce que vous pensez que ce sondage-là, il fait peur au pouvoir et c'est ce qui explique que peut-être ce que vous vivez aujourd'hui? Moi, je suis très discipliné. Je ne peux jamais spéculer sur l'état d'esprit des autres ou les pensées des autres. Je ne peux parler que pour moi-même. Et peut-être un mot sur les sondages, parce que vraiment, il y a un besoin d'éducation politique de l'opinion en Côte d'Ivoire. Placarder quelque chose sur Internet et dire aux gens de répondre oui ou non, ce n'est pas un sondage.
Ça n'a absolument aucune valeur scientifique. Parce que dans les réponses, vous pouvez avoir 90% d'hommes, par exemple. Il n'y a aucune notion ni d'âge, ni de sélection. Pour qu'un sondage, c'est pour ça que ça coûte cher. Sondage, ça coûte cher. Un bon sondage, c'est $100 000. Ça coûte cher. Parce qu'il faut prendre un échantillon à partir duquel vous pouvez tirer des conclusions avec un certain niveau de confiance. Donc on a publié ce sondage en disant qu'il est fiable à 95%. On arrive à 95% de fiabilité, ça veut dire que vraiment les réponses que vous donnez sont réelles, fines et basées sur... Donc bon, je suis sûr que le pouvoir aussi fait ses sondages, mais écoutez, tout le monde sait que les sondages ne sont pas une élection, c'est pour ça qu'on fait des élections. Ça donne des indications, mais ça donne des indications intéressantes. D'ailleurs, nous allons en refaire un autre très prochainement, si on veut voir comment l'opinion a bougé entre avril et août, parce que beaucoup de choses se sont passées depuis. Par exemple, une des questions qu'on leur a posées, c'était celle de ma nationalité. 68% ont dit qu'ils étaient contre qu'on s'attaque à ma nationalité. Et parmi eux, la moitié, parmi ces 68%, il y a la moitié des gens qui voteraient pour Alassane Ouattara qui sont quand même contre votre c'est intéressant. C'est intéressant. Ça explique peut-être les difficultés que le gouvernement a actuellement avec l'opinion ivoirienne. L'opinion ivoirienne a d'autres sujets. C'est l'espérance de vie, c'est le niveau de l'école, c'est le fait que les gens meurent tout le temps, etc. C'est les voyages chez Yves Oussep et au cimetière. C'est ça, vraiment, qui préoccupe les Ivoiriens. Essayer de les convaincre que quelqu'un qui est né à Abidjan, dont 3 frères ont été ministres, dont le père a été ministre, et le petit-neveu de Foué-Boigny n'est pas ivoirien, parce qu'on a trouvé une loi qui le dit. Bon. Oui, justement, Alassane Ouattara se retranche derrière cet argument. Oui, mais je dis la loi, faisons une RLE. La loi dit qu'il faut faire une RLE, révision de la liste électorale. En 2015, elle a eu lieu en juin-juillet. En 2020, elle a eu lieu en juin-juillet. Comme par miracle, en 2025, on refuse de la faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller m'inscrire. Je serai candidat. Mais, coïncidence extraordinaire, pour la première fois, cette RLE n'aura pas lieu avant, mais après l'élection. C'est la première fois dans notre histoire. On peut marquer des buts après le match. Vous pensez que c'est ce sondage qui lui fait peur? Moi, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de le poser votre question. Moi, j'observe, je constate ce qui se passe. Ce sondage a été fait par un peu celui qui a travaillé sur la stratégie électorale de Barack Obama. Oui, c'est quelqu'un de sérieux. Quelqu'un de sérieux, de crédible. Je ne voulais pas justement qu'on puisse dire qu'on a manipulé. C'est vrai, il tient sa réputation. Il ne va pas aller mettre sa réputation au jeu pour un petit sondage en Afrique de l'Ouest ou je ne sais pas quel candidat. Donc, bon, c'est quand même un nom, quoi. Il est d'ailleurs propriétaire du Leeds United Club, pour ceux qui observent le foot. Il a acheté le club. Bref. Non, mais tout ça pour dire que... Je ne sais pas qui a peur, je ne sais pas qui n'a pas peur. En tout cas, le point derrière tout ça, c'est de dire permettez à la volonté populaire de s'exprimer, c'est tout. La vraie garantie de la stabilité, c'est que le résultat de l'élection reflète la volonté des Ivoiriens. C'est la seule vraie garantie de stabilité. Moi, je vous assure que si on produit ce résultat-là, mais tout ira bien. Il y a eu une élection, les gens voient, on peut se compter, bon, ben, c'est machin qui a gagné, c'est machin qui a gagné, très bien, moi je serai le premier à m'incliner, c'est tout ce qu'on demande. C'est quand même pas bien compliqué. Il y a des pays africains comme le Ghana, voisins, qui y arrivent. Bon, mais le Ghana a tout un système électoral, comme je l'ai dit 10 000 fois, les gens sont fatigués de l'entendre, mais le Ghana a 17 millions de Ghanéens sur sa liste électorale aussi. Quand le RHDP a gagné l'élection législative de 2021 avec 1 220 000 voix. Quand vous gouvernez un pays de 30 millions d'habitants avec 1 220 000 voix, pourquoi vous êtes craint d'avoir des problèmes de légitimité? Si vous avez 17 millions de gens inscrits sur les listes, et bien quand vous gagnez, il vous faut 7, 8, 9, 10 millions de voix, et puis il n'y a pas de problème. Donc tous ces problèmes sont liés. La qualité du scrutin, et c'est ce qu'on dit dans le Front commun, c'est là, la qualité de la liste électorale, la taille même du corps électoral. On est quasiment au niveau du Sénégal alors qu'on est presque 50% plus peuplé. Donc il faut que l'assiette électorale soit suffisamment large, qu'on arrête de jouer avec la liste électorale, faire sortir les gens, faire rentrer les gens. Moi j'étais inscrit sur la liste, mon gars, on m'a radié. Bon. Oui, et vous l'êtes toujours. Alors, nécessairement, plus on s'approchera du 25 octobre, plus la question qui a déjà été invoquée, y compris au PPACI, du plan B, se posera. Quels arguments emploieriez-vous pour convaincre vos militants que cette question ne se pose pas? Je n'ai pas besoin de les convaincre. J'ai été réélu à 99,8%. Les militants savent très bien, avec toutes les menaces qui pesaient sur ma nationalité, tout ce que les tribunaux avaient dit. J'ai reçu 150 000 parrainages là, à l'heure où on parle. C'est une performance sans précédent. 150 000 parrainages pour un candidat dont on sait qu'il ne peut pas être candidat. Ils ne sont pas dans une optique de plan B. Sinon, ils seraient déjà en train d'engager des discussions là-dessus. Puis il y a une faille de raisonnement terrible là-dedans, qui est que le fameux plan B, on s'inspire toujours de l'exemple sénégalais. Au Sénégal, Macky Sall n'était pas candidat. Ouais. Okay, ce qui crée une situation politique totalement différente. On ne sait pas ce que M. Sonko aurait fait face à une troisième candidature de Macky Sall. Or, malheureusement, c'est à ce scénario-là que nous sommes confrontés en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Vous venez d'évoquer vos parrainages.
quel message comptez-vous passer à tous vos militants Aux parents, parce que finalement, dans l'insécurité qui règne, c'est un risque de vous parrainer. Oui, parce que les noms de vos parents sont connus. Vraiment, mes camarades de terminale, un certain nombre sont allés me parrainer. Eh ben, je leur dis chapeau. C'est vraiment, d'abord, ça m'émeut, ça me touche beaucoup. Ouais. Ça montre vraiment la détermination des Ivoiriens à prendre en main leur destin. Et j'espère avoir une alternance pacifique et qu'on rejoigne le club. Moi, je préfère toujours jouer en première division qu'en deuxième division. La première division africaine, où je trouve qu'il y a des pays qui savent faire des alternances pacifiques. Le Sénégal, le Ghana. Je préfère me comparer à ceux-là que me comparer à ceux qui donnent le mauvais exemple. Alors, avant de forger un front commun avec le PPACI de Laurent Gbagbo, vous aviez créé la CAPCI pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, un regroupement du reste de l'opposition ivoirienne. Y a-t-il un malaise au sein de cette CAPCI aujourd'hui et quel message adressez-vous à ces dirigeants, Simone et Yves Gbagbo, Charles Blé Goutet, Pascal Affi-N'Guessan et d'autres? Bon, premièrement, mes relations personnelles avec tous ces gens-là sont anciennes et excellentes. C'est quand même important de le dire. Après ça, moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Ceux qui me connaissent savent que je suis un grand admirateur de Deng Xiaoping, qui est un des hommes c'est l'homme qui a sorti le plus d'êtres humains de la pauvreté dans l'histoire de l'humanité. Il a sorti 600 millions de Chinois de la pauvreté. Aucun chef d'État ne se compare, ni de près ni de loin. Vous ne seriez pas un peu libéral, Deng Xiaoping, ce n'est pas des références d'un libéral. Moi, je ne sais pas, c'est très dur de me mettre dans une boîte. Vous verrez, si vous lisez mon livre, vous aurez du mal. Donc, justement, j'allais en venir au point du pragmatisme. Un vrai pragmatique, vous aurez du mal à le mettre dans une boîte. Et donc, ce que disait Deng, que moi j'adore, il disait toujours... Quand il a commencé en 78, vous savez, son histoire, il faut lire, il y a un très bon bouquin sur lui qui fait 700 ou 800 pages et qui explique jour par jour la transformation de la Chine. Ça s'appelle Deng Xiaoping ou la transformation de la Chine. Et donc, il y a toujours les écritures ex post, hein, quand on dit la défaite est orpheline, etc., etc. Tout le monde dit c'était joué d'avance. Pas du tout. Il est passé à côté du désastre 10 000 fois. Mais il disait tous les jours aux Chinois, peu m'importe que le chat soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape des souris. Okay, donc moi, les histoires de « oui, CAPCI, ce qu'on veut, c'est une alternance en Côte d'Ivoire. Moi, je ferai tout ce qui est légal, et qui permette d'aboutir à cette alternance. Donc, quand on a commencé CAPCI, pour être transparent, en fait, le PPACI y était. Après, il s'y est trouvé un peu inconfortable. Bon, nous, ce qu'on veut, c'est que l'opposition présente un front uni dans la situation politique actuelle. Donc, ce que le PDCI a pu obtenir grâce à la coopération du PPACI, c'est que le PPACI et le PDCI forment un front commun, tout en permettant la coexistence de CAPCI, où le PDCI est également, de l'autre côté, le PDCI il joue son rôle, qui est un peu d'être un trait d'union entre tous ces partis de l'opposition. Comme a dit Mme Gbagbo, je ne suis pas aussi éloquent qu'elle. Elle a dit, je crois, quelque chose comme on peut parler, pas d'une seule voix, mais d'une même voix. Enfin, en tout cas, ce qu'elle voulait dire, c'est qu'il y a plusieurs sensibilités dans cette alliance, mais qu'au fond, on poursuit le même objectif. Et l'objectif, il est écrit, c'est d'avoir une élection inclusive, libre et transparente, c'est d'avoir une révision de la liste électorale en 2025 qui permette... On a inscrit 940 000 nouveaux électeurs en 4 semaines, en octobre-novembre. On sait qu'il y en a au moins autant qui sont prêts à s'inscrire. Quand je vous dis que l'élection de 2021 a été gagnée avec 1 200 000 voix, vous comprenez bien que faire rentrer 940 000 nouveaux électeurs, plus un autre 900 000, ça change complètement la donne. Ça peut créer du stress. Oui, d'accord. Voilà. Bon, alors, donc, il n'y a pas de malaise au sein de la CAPCI et au sein du Front commun, les relations avec le président Gbagbo, tout va bien? Oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Le président Gbagbo, on a des relations anciennes. Moi, j'ai toujours été très positif à son égard. C'est vraiment un aîné pour moi. Et, je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument essayer de créer des problèmes. Les gens peuvent être différents et bien s'entendre. C'est évident que le président Gbagbo et moi, on a des personnalités, des parcours différents, mais on s'entend bien. Je vais vous dire, par exemple, un sujet sur lequel on s'entend bien, c'est la lecture. Nous sommes deux passionnés de lecture. Nous avons beaucoup lu l'un et l'autre, et nous adorons parler. Moi, l'histoire, c'est ma passion. Mon fils a fait sa major en histoire au collège. On adore parler de tout ça. Donc il y a des sujets sur lesquels nous nous retrouvons. Alors, si vous deviez écrire Tidjane Thiam à la suite d'Aimé Césaire, votre cahier d'un retour au pays natal, diriez-vous que vous avez été surpris par certaines lignes de code du logiciel Ouattara? La situation est-elle meilleure, pire ou comme vous l'imaginiez? A posteriori, est-ce que vous dites que vous êtes fait quand même quelques illusions sur la nature du pouvoir d'Abidjan par le passé?
C'est une question fascinante. Oui, il y a une interview dans le Guardian, il y a très longtemps, quand j'étais à Londres, qu'ils ont commencé à me remarquer, où ils m'ont demandé pourquoi j'avais arrêté la politique. Et j'avais répondu ceci, j'avais dit parce que je voulais garder, un peu à l'anglaise, le mot anglais, j'avais dit je voulais garder quelques illusions sur la nature humaine. Et j'étais en train de les perdre toutes. Ah. Voilà. Ouais. Justement, c'est la réponse que je peux vous donner. Donc je suis... Mais justement, j'étais jeune, vous savez. Après les événements de 99, mes enfants avaient 4 ans et 5 ans. Je me suis fait le serment suivant, qui était que je n'allais plus jamais, si Dieu me permettait, parce que je retournais à Abidjan, me constituer prisonnier, personne ne savait ce qui allait m'arriver. Si Dieu me permettait de sortir de tout ça vivant, je ne mettrais plus, je prendrais plus de risques pareil, jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Aujourd'hui, Dieu a fait que c'est le cas. Mon fils vient d'avoir son diplôme, c'est fini, je suis un homme libre. Donc voilà, évidemment qu'il y a toujours, dans la vie, mais les illusions sont nécessaires, comme de l'oxygène. C'est nécessaire à la vie. Un homme sans illusion, c'est pas quelqu'un avec qui j'aimerais dîner ou déjeuner. C'est quelqu'un vraiment de très déprimant. Donc les illusions sont nécessaires. Bon. On en garde. Mais pour parler plus spécifiquement du président Alassane Ouattara, est-ce que vous êtes je ne vais jamais faire de commentaires sur lui. Vous avez vu, par exemple, quand les gens m'appelaient pour dire oui, est-ce que Macron t'a offert le ministère des Finances? Moi, mon père m'a appris certaines choses. Je ne ferai pas de commentaires sur un chef d'État en exercice. À part sur des faits bien précis, etc. Comme ce que j'ai fait l'autre fois sur Foucault, qui a dit quoi à qui. Bon. Mais sinon, des commentaires généraux sur la personne, non, c'est un aîné que je respecte, il a été président, il est président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous n'irez pas plus loin que ça? Non. Alors, vous parliez littérature à l'instant. Oui. Vous sortez un bouquin. C'était un appel du pied, oui. Oui, ben voilà, j'y viens. Bon, ce livre, est-ce que vous allez le publier en français? Parce que là vous l'avez écrit en anglais. Malheureusement en anglais, oui. Et alors, avez-vous un éditeur? Oui, sortir, et de quoi parle-t-il? C'est HarperCollins, donc ils ont pris le bouquin dès le début, qui est très connu dans le monde anglo-saxon. Il faut voir quand même que j'ai commencé à travailler en 86. À part mon épisode ivoirien de 94 à 99, j'ai travaillé toute ma carrière en anglais. 40 ans. Donc c'est vrai que c'est une langue où je suis plus à l'aise aujourd'hui que le français. J'avais commencé en français, finalement, c'était trop compliqué. Puis il y avait beaucoup de choses sur le monde des affaires, où le vocabulaire est quand même d'abord anglais. Puis j'avais vécu tous ces événements en anglais. Mais sans spoiler de quoi parle le livre. Sans spoiler de quoi parle le livre. Non, le livre, c'est en gros ma vie. C'est assez autobiographique. Parce que je fais quand même beaucoup d'interventions en public, et les gens m'ont toujours dit « Est-ce que vous avez un livre ?» Donc c'est une demande que j'ai eue plein de fois. Il s'intitule « Without Prejudice ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça c'est un jeu de mots que tous les anglo-saxons comprendront. Les préjudices, c'est les préjugés. Donc en gros, c'est sans préjugés. Mais c'est un autre sens qui est que quand vous êtes vous parlez du droit et des affaires, quand vous écrivez, c'est un truc qui existe dans le droit anglais qui est très très utile, qui évite beaucoup de procès. Quand je peux vous écrire, Monsieur Norbert, nous avons une dispute, si je vous fais une Without Prejudice Letter. C'est très connu. Une Without Prejudice Letter, ça veut dire que vous ne pouvez pas me poursuivre pour tout ce qui est en dessous des mots Without Prejudice. Alors je peux vous dire, je pense que vous êtes ce que vous voulez, c'est une Without Prejudice Letter. Donc, je vous y invite. Voilà, donc c'est un très beau titre, ça marche à différents niveaux. Ça veut dire que le book is without prejudice. Vous ne m'avez pas répondu. Avez-vous un éditeur français? Pas encore. Mais je suis sûr que ça arrivera un jour ou l'autre. Ça va arriver. Bon. Justement, ce livre parle de votre vie. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, de jeunes Ivoiriens de 18 ans qui ont envie d'être des Didier Drogba, des champions de foot. Beaucoup aussi ont envie de faire des études excellentes et d'avoir une carrière comme la vôtre. Et finalement, quels sont les conseils que vous leur donneriez, les Africains qui vous admirent, et aussi les difficultés dont vous les préviendriez? Bon, je ne vais pas vous donner toutes les bonnes pages du livre, et c'est le sujet principal du livre. Vraiment les difficultés, la manière de les résoudre. Il y a des petites choses, mais bon, il m'arrive quand même souvent de parler en public. Il y a des choses que j'ai prises, et que j'ai prises moi chez d'autres. Je vous parlais tout à l'heure, hors antenne, de mon prof de maths, en maths spé. Et il disait ceci, qui est vraiment une pensée très profonde. On passe les concours d'entrée aux grandes écoles, etc. Et il disait, vous savez, quelle est la note qui détermine l'école où vous allez aller? C'est les mines ou centrales ou polytechniques? On réfléchit, il y en a votre moins bonne note. Tiens. Et quelle était votre moins bonne note? Je ne vais pas parler, mais il disait votre moins bonne note, et c'est vrai, quand vous réfléchissez. Il disait, vous êtes toujours préoccupé par avoir 18, 19, et il disait, et moi je l'ai repris là, élevez votre minimum. Et ça, c'est un conseil que j'ai donné à beaucoup de gens. Si vous voulez aller loin dans la vie,
élevez votre minimum. Parce que ce qui vous fera finalement en retenant d'obstacle et trébucher, c'est votre minimum. Tout le monde est toujours... Dans un bon jour, tout le monde peut avoir 19 ou 20. Mais si vous êtes sûr que dans les jours où tout va mal, vous avez au moins 14 ou 15... Mais dans ce monde que vous connaissez... Mais donc c'est ça, c'est la résilience. C'est la résilience. C'est la résilience et la capacité à encaisser. C'est à encaisser et à continuer. C'est ça qui fait la différence entre les gens sur le long terme. Et justement, dans ce monde que vous connaissez, les Africains ont l'impression de faire face à un plafond de verre. Est-ce que ça vaut quand même la peine d'espérer, d'aspirer au plus élevé? Bien sûr, mais il faut essayer, Il y en a certains d'entre nous, on est nombreux à aller se cogner la tête. Il existe quand même ce plafond de verre. Moi, j'étais dans une, je raconte dans mon livre, j'étais dans une boîte Aviva où j'aurais jamais été CEO. J'étais arrivé à être patron de l'Europe, ce qui est pas mal. D'ailleurs, le seul pays qui avait refusé ma nomination, c'est la France. J'avais 15 pays européens sous moi, de Londres. Il n'y a que avec la... Bref, c'est l'histoire ancienne, tout ça. Extraordinaire. Ouais. Ben enfin, donc je suis passé, le groupe d'en face m'a appelé, il m'a dit, écoutez, ces gars-là, on sait que tu es très bon, on sait qu'ils ne te mettront jamais CEO, viens chez nous, et tu auras une chance. Dieu merci, on est dans une économie de marché. Et c'était aussi la pensée qui m'a conduit à Londres. Hein. Je veux dire, il faut que j'aille dans le système anglo-saxon parce que là, la performance compte. On dit, ils aiment l'argent. Oui, mais ils aiment tellement l'argent que si vous savez faire de l'argent pour eux, ils pourront pincer leur nez, oublier que vous êtes noir et vous donner le job. Oui. Prudential, j'ai triplé le share price de Prudential, j'ai encore des mots de retraité de Prudential. Je me dis, grâce à toi, j'ai pu prendre ma retraite. Donc j'aurais fait gagner plein d'argent. Et à la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Vous conseillez aux potentiels qui ont eu le bac ou qui sont en prépa aujourd'hui de sortir de la France? D'ailleurs, écoutez, je vais prendre le 5e amendement, comme on dit. En tout cas, il faut aller là où il y a des opportunités. On va dire ça. La question de la fin pour Norbert. Oui, Président, il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, disparaissait votre prédécesseur, le président Henri-Aimé Konan Bédier. Je voulais simplement évoquer ce moment douloureux. Il a été rappelé à Dieu. J'imagine que vous avez un mot. Tout à fait. Vraiment, merci de me fournir l'occasion de saluer sa mémoire. Vraiment, merci. Ça a été vraiment une faute de finir cet entretien sans pouvoir lui rendre hommage. Il a été pendant 30 ans président du PDCI, a vécu des choses, on parlait de résilience, extrêmement difficiles, en étant le premier chef d'État ivoirien renversé par un coup d'État. Malgré ça, il a continué, il a maintenu le PDCI. Et si aujourd'hui, il y a ce PDCI qui caracole en tête des sondages, qui est aimé et apprécié des Ivoiriens, c'est largement grâce à lui. Et j'ai... Bon, ils vont parler de vulnérabilité, mais je suis quelqu'un qui a des émotions et j'ai fait le serment un jour d'aller prier que ça tombe en tant que président de la République. Merci à vous de nous avoir accordé cet entretien et rendez-vous demain pour de nouveaux décryptages de l'actualité africaine.